m'appelle Gilles Barry, je suis écrivain. J'ai publié à ce jour 4 romans, dont le dernier, L'été des Lucioles, vient de paraître chez Loïs d'Ormesson. J'ai beaucoup espacé de temps entre chacun de mes livres. Je ne suis pas un écrivain qui publie un roman tous les ans. Même j'ai commencé par écrire et publier presque avec 10 ans d'intervalle entre chacun de mes romans, sauf le dernier, L'été des Lucioles, qui vient de paraître 2 ans après Au pays des kangourous. Mais ce n'était pas quelque chose de décidé. Je ne me suis pas réveillé un matin en prenant mon café en me disant « tiens, si je faisais un roman tous les 10 ans ». C'est la vie qui décide de ça, c'est la vie qui décide de tout en général et qui a fait l'écrivain que je suis aujourd'hui. Tu crois que la vie décide de tout, vraiment? Non, il faut y mettre du sien Oui. aussi, mais après ça dépend des parcours des uns et des autres. Il se trouve qu'il y a très peu d'écrivains qui en vivent littéralement. Et pour bien en vivre, il faut être dans un top 10 ou top 20, j'en sais rien, auquel très peu d'écrivains accèdent. Et puis, je trouve que c'est bien d'avoir un métier à côté qui t'occupe dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un métier qui te permet de ne pas toujours penser à l'écrivain que tu es, qui occupe ta tête, qui occupe ta vie parallèlement à ça. Et j'ai été longtemps attaché de presse, je le suis encore, ça va faire 30 ans. Oui. Je l'ai été dans plusieurs maisons d'édition, j'ai dirigé plusieurs services de presse, j'ai été 10 ans chez Plon, 7 ans chez Lattès, 4 ans dans d'autres maisons d'édition aussi, et j'ai créé ma propre agence de communication en 2006, en septembre 2006, agence que je dirige depuis cette période. Et je crois que ça pourrait être schizophrénique à la fois de défendre des écrivains et d'écrire des romans. Je trouve que ça se complète parfaitement. D'une part parce que je crois que je saisis bien ce que peut être l'angoisse d'un écrivain au moment de la sortie, ce qu'il attend de la sortie d'un livre. Je l'ai suffisamment vécu pour comprendre ça, et donc pour essayer de donner le meilleur des lancements auxquels je contribue pour leur propre livre. Et en même temps, je trouve que c'est deux choses très séparées. J'ai beaucoup d'écrivains, par exemple, que je défends et qui ne savent pas que j'écrive des romans. Et je ne leur dis pas. J'aime bien cette idée, même d'ailleurs qu'ils ne soient pas au courant, malgré les télévisions, malgré la presse. Chacun vit dans sa bulle, et c'est assez amusant comme ça. Et j'en ai d'autres avec lesquels je suis beaucoup plus lié, bien sûr, et qui sont très au courant. Mais j'aime bien cette idée d'être au service d'auteurs, de pouvoir les défendre et d'avoir une double vie, cette double vie d'écrivain que j'adore évidemment. D'accord. Et donc, oui, c'est un petit peu comme dirait Baudelaire, tu es poli d'être gai, en fait, je pense, dans ta façon d'exprimer ces choses et dans ta façon de... Oui, je trouve qu'il y a... ta façon même d'écrire, puisque tu abordes des sujets graves, qui sont donc... En fait, j'écris dans la peau d'un enfant de 9 ans. Tous Oui. mes romans qui ont été publiés jusqu'à présent, mes 4 romans, ont un narrateur de 9 ans à chaque fois. C'est un âge sur lequel je me suis arrêté pour plusieurs raisons, parce que à 9 ans, on ne juge pas, on essaye de comprendre. On peut à la fois parler comme un bébé et tout d'un coup sortir une phrase incroyablement adulte. Et puis surtout, quand même, en 20 ans, qui correspond à peu près à la période où j'ai publié mon premier roman, les mentalités des enfants à 9 ans ont complètement changé. Pas seulement les jeux, pas seulement les habits, pas seulement l'école et le reste. Les enfants ont vraiment évolué. Un enfant de 9 ans aujourd'hui, en 2014, n'a rien à voir avec un enfant de 9 ans il y a 20 ans. Donc ça m'amusait beaucoup de les faire évoluer à travers les livres et de montrer à quel point, par exemple, le langage parental est de plus en plus inclus dans le langage d'un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans va utiliser des mots qu'il entend très régulièrement chez sa maman ou chez son papa, pas forcément des mots qu'il va comprendre au départ, mais qu'il va intégrer à son langage. Et je trouve que quand on travaille la langue d'un enfant de 9 ans, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'étudie en permanence. Je travaille chacun de mes romans avec des enfants, par exemple, qui sont des enfants d'amis à moi. Qui ne sont jamais les mêmes évidemment, puisque oui, puis les prénoms sont d'un livre à l'autre, voilà, c'est des enfants. Alors, j'ai pas tellement besoin des enfants sur le langage, parce que ce langage, ça fait presque 40 ans que je l'écris, donc j'ai l'impression de vraiment bien l'assimiler.
Mais parfois, sur des situations, j'ai besoin d'avoir un enfant face à moi pour qu'il m'explique exactement comment il réagirait dans telle ou telle situation. C'est la partie la plus difficile dans l'écriture, c'est d'arriver à être un enfant de 9 ans. Il ne faut pas essayer de ressembler, il ne faut pas essayer de faire... il faut être cet enfant, vraiment, pendant toute la durée de l'écriture. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, Oui. j'assume parfaitement ma vie d'adulte, Oui. j'ai une âme d'enfant, certes, mais j'ai la tête et le corps d'un homme de 55 ans. Mais quand j'écris mes romans, je suis un enfant de 9 ans, de la première à la dernière ligne, du premier mot au dernier. Tu puises les phrases ou des aspects de ces enfants dans ton enfance, dans ta propre enfance ou pas? Pas vraiment, parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance plutôt heureuse. Oui. J'avais une maman qui ne travaillait pas, un papa architecte, une sœur chanteuse qui a travaillé beaucoup avec Julien Clerc et Maxime Le Forestier. Plus tard, quand elle est devenue adolescente, on a 2 ans de différence, elle a 2 ans plus que moi, elle vit au Canada maintenant. Donc non, je me suis octroyé le fait que peut-être quand on a une enfance heureuse, on peut peut-être parler d'enfances qui le sont moins. Et ça peut, là encore, donner la distance nécessaire par rapport au drame. Et c'est vrai que le langage d'un enfant de 9 ans dédramatise beaucoup les situations. On peut parler de choses dures à travers les mots d'un enfant, alors que si j'utilisais le langage d'un adulte, ça n'aurait pas du tout le même aspect. Ça serait noir, ça serait sombre, et c'est pas ce que je veux amener au lecteur. Parce que je crois que quand on arrive à faire sourire le lecteur de quelque chose de grave, avec légèreté, donc des choses on arrive à mieux le comprendre et à mieux l'accepter. On a tous besoin d'humour, on a tous besoin de rigoler, de se détendre. Il y a des sujets qui, évidemment, ne s'y prêtent absolument pas. Je ne prétends que tout est prétexte à la rigolade. Mais en tout cas, à travers le langage d'un enfant, on dédramatise les situations. Et donc, on peut parler de dépression, on peut parler de conflits parentaux, on peut parler d'alcoolisme chez les jeunes, chez les adolescents, par le biais d'un enfant de 9 ans. Je ne pense pas qu'on puisse faire tout passer par le langage d'un enfant de 9 ans. Mais en tout cas, des thèmes qui me sont chers et qui m'intéressent, oui. Donc, le premier sujet, c'est un sujet effectivement un peu tabou, qui reste encore tabou malheureusement, c'est le sujet de la dépression. Donc, c'est quelque chose que tu as vécu. Oui, ça, alors, dans mes romans, il y a toujours quelque chose d'autobiographique. Après, où se place l'autobiographie, où est la dérision, où est la distance, j'essaye d'en mettre à la fois de la dérision et de la distance. Je n'écrirai a priori jamais un roman totalement autobiographique. On dit par exemple que le premier roman d'un écrivain est toujours autobiographique. Le mien, Papa et Maman sont morts, ne l'était pas du tout. J'ai attendu mon 3e roman pour faire quelque chose d'assez autobiographique, qui est en effet la dépression, qui est une maladie que j'ai connue. J'ai traversé 3 dépressions assez graves, qui ont toutes été suivies d'hospitalisation. Et j'avais lu des choses, j'avais lu notamment Face aux ténèbres, qui est un livre absolument exceptionnel de William Styron, celui qui a fait Le choix de Sophie, Oui. mais qui est un livre très plombant, en fait, super en forme quand on le lit. J'avais lu Philippe Labro, il n'y a pas tellement de livres qui touchent au thème de la dépression, pas énormément. On va dans une librairie, j'y suis allé d'ailleurs pour voir un peu ce qui avait été écrit. Oui, non, ça Il y a reste beaucoup, encore il y a beaucoup de livres de médecins, il y a beaucoup Oui. de gens qui se racontent à la première personne, il n'y en a pas énormément. Et moi, je voulais faire quelque chose de léger, de distant, de drôle. Je voulais expliquer simplement ce que c'était que la dépression. Et donc, j'ai inventé l'histoire d'un papa qui ne va pas très bien. Et c'est son fils qui ressent les vibrations de tout ça et qui va essayer de comprendre quelle est cette maladie dont les adultes ne veulent pas lui parler. Sa mère ne veut pas lui en parler, sa grand-mère ne veut pas lui en parler. Et il va donc essayer, par ses propres moyens, de comprendre ce qu'est la dépression. Et j'ai voulu mettre des mots simples pour qu'ils le comprennent et que ça parle à tout le monde. Parce que, en fait, c'est un sujet tabou, c'est un sujet anxiogène, et en même temps, en France, on est en Europe même d'ailleurs, le pays le plus consommateur d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. On avale du Lexomil comme on avalera un Haribo. Enfin voilà, je veux dire, tout le monde en prend, en consomme d'ailleurs beaucoup trop. Et tout le monde s'en cache, mais c'est pas... Oui, c'est pas toujours la faute des médecins non plus, mais c'est vrai que dès que vous allez voir un médecin et que ça va pas bien, il peut vous
peut vous mettre sur une ordonnance un antidépresseur. Peut-être pas forcément la meilleure solution. Les antidépresseurs ne soignent pas forcément le mal en soi, et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour chaque personne qui ne va pas bien. Il faut vraiment faire la différence entre un coup de blues, un coup de déprime et une dépression. Parce qu'un coup de blues, un coup de déprime, c'est juste je vais pas très bien, je suis pas très en forme, mais c'est pas une maladie. Oui. La dépression, c'est une maladie. C'est une vraie maladie. Quand on s'en sort, est-ce qu'on s'en sort plus fort? Non. On est pareil. On est pareil. On est pareil, on est exactement pareil, on n'est ni plus fort, ça serait joli de dire qu'on est plus fort, etc. Mais c'est pas vrai. On n'est ni plus fort ni plus faible, on est exactement le même. On sait qu'on est quelqu'un de fragile, Oui. qu'on le restera à vie. On sait qu'on doit prendre des précautions. Je pense que j'ai beaucoup appris de mes dépressions, de mes séjours dans les hôpitaux. Ça m'a appris beaucoup sur les êtres, ça m'a appris beaucoup sur la façon dont ils se comportent. Ça m'a aidé aussi parce que j'ai rencontré... vous savez, dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez deux types de patients. Vous avez celui qui vient s'asseoir à côté de vous sur le petit banc où vous allez fumer votre cigarette, Oui. et qui va déverser sur vous des horreurs comme s'il vidait sa poubelle. Et là, il faut vraiment s'en échapper, il faut vraiment s'en éloigner. Mais dans la vie, c'est un peu pareil. De temps en temps, vous avez des gens qui viennent s'asseoir à côté de vous et qui d'un coup vous disent des choses que vous n'avez pas du tout envie d'entendre. C'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas... C'est pareil, c'est comme dans la vie. Ça fait oublier nos souffrances. Oui, mais je trouve qu'on ne doit jamais peser sur l'autre non plus. Si vous voulez, entre amis, se confier, se raconter des secrets, se dire des choses, ça va. Faire peser sur l'autre, si vous voulez, ses propres angoisses et ses propres problèmes. Il y a des gens, il y a des médecins pour ça, il y a des... Voilà. Je trouve que ce n'est pas un cadeau qu'on fait à un ami, forcément, que de se déverser de cette manière-là. Il y a un autre type de patient qui lui vient s'asseoir, mais ne parle pas, en tout cas pas tout de suite. Et il va échanger une cigarette avec vous, et puis vous allez échanger quelques mots, et puis il va s'intéresser à vous, alors que vous n'êtes rien pour lui. Vous partagez juste pendant un temps X le même hôpital, les mêmes couloirs, le même jardin, le même banc, et il va vous donner beaucoup de lui-même, et en s'intéressant à vous, il va vous redonner confiance en vous. Moi, ce sont des gens comme ça qui m'ont aidé à m'en sortir, vraiment. Et des inconnus parce qu'on n'est pas au Club Med, c'est-à-dire qu'on ne s'échange pas nos numéros de téléphone sur un coin de nappe, et il ne faut jamais revoir les gens que vous croisez dans les hôpitaux. Les médecins vous le disent, mais c'est vrai. Oui. Voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes vies en dehors, voilà. On n'a pas les mêmes, forcément, les mêmes aspirations, et une fois qu'on sort de ces lieux-là, ils doivent rester derrière vous. La confiance en soi, justement, c'est quelque chose qui est important. La confiance en soi, c'est important, mais je dirais que le doute est plus intéressant. Alors, il ne faut pas que le doute vous paralyse non plus, mais je trouve que pour avancer dans la vie et pour être attentif à l'autre, Oui. le doute est plus intéressant que la confiance. Parce que où on arrête de douter, de toute façon, on ne peut voilà. plus être. Non, et puis je trouve qu'il y a des doutes paralysants, mais oui. Je veux dire, le doute vous permet de rester vous-même, c'est-à-dire quelqu'un de simple, quelqu'un qui est à l'écoute, pas quelqu'un qui va prendre trop vite la grosse tête pour une raison qui serait évidemment sans intérêt. Moi, j'aime pas les gens trop sûrs d'eux, j'aime pas les gens, voilà. Je trouve que je suis toujours touché par des gens qui s'interrogent sur eux-mêmes, qui se questionnent sur eux-mêmes, mais qui avancent en même temps. Voilà, c'est évidemment la vie, elle est trop courte, quoi. On n'a pas assez de... Moi, j'adorerais avoir des journées qui feraient 48 heures. Malheureusement, elles n'en font que 24 et j'ai besoin au moins de 8 heures de sommeil. Donc, malheureusement, je trouve que les journées sont trop courtes. Mais dans la vie, il faut avancer, mais il faut quand même douter de soi. Je trouve que c'est très sécurisant d'être face à quelqu'un qui doute de soi. C'est paradoxal aussi. Mais... C'est paradoxal, oui. à condition que le doute ne soit pas paralysant. Le doute qui paralyse vous empêche d'avancer dans la vie. Mais si vous doutez de vous, si vous n'êtes jamais tout à fait certain, quelqu'un qui va dire mon roman est un chef-d'œuvre, par exemple, ça me fait vraiment bondir en arrière. Quelqu'un qui va parler de son œuvre, par exemple aussi, avec, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 livres, c'est pareil, ça me fait bondir en arrière. Quelqu'un de discret par rapport à tout ça, quelqu'un qui sait avancer et qui construit quelque chose à travers ses livres, je trouve ça beaucoup plus touchant et beaucoup plus intéressant. Est-ce que vous pouvez me parler de vos parents ?
Alors, mes parents, ma petite mère va avoir 89 ans. Son frère, c'est-à-dire mon oncle, va avoir 96 ans. Dans la famille, on vit vieux. Et oui, Ma petite mère vit à Paris. Elle n'a jamais travaillé, donc comme je le disais tout à l'heure. Donc elle a une notion de la vie intéressante parce qu'elle a vraiment les pieds sur terre, beaucoup plus que moi d'ailleurs. Mais n'ayant jamais travaillé, elle a une notion du temps qui est très différente de la mienne. Elle est passionnée de bridge. Elle passe ses journées, elle a un club, elle joue au bridge tout le temps. Et dans l'été des Lucioles, à un moment donné, il y a une petite scène de bridge. Parce que, par exemple, l'expression faire le mort ou faire la morte, pour les joueurs de bridge, par exemple, c'est quelque chose de très important. Ça a beaucoup fait rire ma mère. Mais voilà, on est proches. Elle aime bien mes romans. Elle est toujours très présente quand il y a des signatures, quand elle peut venir, etc. Et mon papa était longtemps architecte. Il est devenu peintre maintenant. On ne se voit plus depuis une petite dizaine d'années. C'est la vie, c'est les aléas de la vie. On s'est éloigné, il s'est remarié. J'ai une autre sœur. J'aime pas dire demi, parce qu'on se demande où est passée l'autre moitié, oui. comme si on coupait une sœur en deux, que je connais très mal, que je connais très peu. C'est une autre vie, voilà. Mon père vit pas à Paris, il vit en dehors, il vit dans le centre de la France, et on ne se voit plus. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai une sœur, une grande sœur, qui a 2 ans de plus que moi, donc la chanteuse, Oui. qui vit à Montréal maintenant, qui a eu des hauts et des bas dans sa vie. Et dans ces bas, malheureusement, il a fallu qu'elle se trouve un autre métier que chanteuse. Elle crée des sites pour des entreprises, mais elle a une voix magnifique, elle continue de chanter, elle continue de faire des concerts, et elle continue de faire des albums. Voilà, j'adore ce qu'elle fait d'ailleurs, elle a beaucoup de talent. Et on est proches comme un frère et une sœur peuvent l'être. Et en même temps, ça m'arrange bien qu'elle vive au Canada. La distance a protégé notre relation. Je ne sais pas si elle avait vécu à Paris, si on aurait eu cette relation aussi proche. Et j'ai une notion de la famille qui est très décalée. Je trouve que moi j'aime bien l'idée de la famille qu'on choisit. D'ailleurs, le thème de mon premier roman, Papa et Maman sont morts, c'était ça. C'était et si on choisissait sa famille, parce qu'on choisit ses amis évidemment, mais pas sa famille. Donc ça m'intéressait d'imaginer le contraire. Et dans la vie, je me rends compte en fait que on a tous plus ou moins des familles recomposées, non pas parentales évidemment, mais des familles qu'on se refait à travers des gens avec lesquels on est bien, aussi bien qu'on devrait être a priori dans une famille. Gilles, tu n'as pas d'enfant. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Du tout. Du tout. Non, du tout. Je suis trop égoïste, je suis trop indépendant pour avoir des enfants. En aimes? fait, c'est pas, pour être très juste, c'est pas tout à fait vrai, parce que des enfants, j'en ai. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu mon bac avec 1 an d'avance, et j'ai fait plein de petits boulots. Oui, justement, voilà. On va faire une petite... Voilà, j'ai travaillé en usine, j'emballais des outils de précision dans une usine du 18e. J'ai été manutentionnaire au BHV. Je me retrouvais avec tous ces gens dans un petit café à 5h du matin. Je buvais beaucoup de cognac, un peu trop à mon goût. Voilà, j'ai fait plein de petits boulots. Puis un jour, j'ai un copain qui était étudiant en médecine qui m'a proposé de faire don de mon sperme. Et sans trop rentrer dans les détails, simplement on sait que la banque du sperme existe, que les dossiers qu'on déposait souvent nécessitaient un temps d'attente trop long. Donc les gynécologues avaient, pendant des années, on créé des réseaux parallèles, on nous appelait entre guillemets les donneurs sauvages, et dont j'ai fait partie pendant 12 ans. Et j'ai fait naître en effet un certain nombre d'enfants. Donc j'ai des enfants, donc, tu as des enfants que je n'ai jamais vus, voilà, que je n'ai jamais vus, que je ne veux pas voir surtout. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait une manifestation dans la rue avec des pancartes Papa revient. Mais c'est pas des enfants nés de l'amour, donc c'est pas la même chose. Mais en même temps, ça me fait assez plaisir de savoir qu'il y a des petits Paris qui se baladent un peu partout. Voilà. Mais par contre, les enfants des autres, c'est quelque chose qui te... J'adore les enfants. Je me sens bien avec eux. Je me souviens quand j'ai écrit Au pays des kangourous notamment, il se trouve que le petit Simon joue énormément sur ses consoles et ses jeux. Moi, j'avais jamais joué
à ma génération, ça n'existait pas les consoles encore et tous ces jeux. Oui. Donc j'ai le fils d'une amie à moi, photographe, qui est adorable d'ailleurs, et on a passé 2 après-midi entières à jouer comme des fous sur les consoles. Et j'ai appris ça et j'ai trouvé ça formidable. Je m'entends bien avec les enfants de 9 ans. Alors c'est drôle parce que j'écris pour adultes. Oui. Mes romans sont considérés comme des romans adultes. Mais j'ai beaucoup d'adolescents qui me lisent et beaucoup d'enfants de ces âges-là, 9-10 ans à peu près. D'ailleurs, j'ai fait des rencontres dans des classes. Et c'est incroyable comme à 9-10 ans, ils peuvent être curieux, intéressés par mes thèmes. Je me souviens même d'une maîtresse d'école qui trouvait que mon premier roman était un peu trop sulfureux. Et elle avait photocopié des passages du livre. Et bien la classe que j'ai rencontrée, un des élèves un peu plus malin l'avait trouvé en librairie, ils l'étaient tous repassés sous le manteau et ils l'avaient tous lu au complet. Et les enfants n'ont pas, une fois de plus, la même attitude que les adultes, quoi. Et j'avoue que... C'est l'âge de la curiosité. Oui, c'est la curiosité. Voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, je mettrai une catégorie à part qui sont les enfants malades, parce que j'ai fait des rencontres dans les hôpitaux, par exemple. C'est vrai que la première m'a mis très très mal à l'aise parce que je n'avais pas l'habitude, puis je ne savais pas ce qu'il fallait faire par rapport aux enfants malades. Il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Donc c'était au début très difficile. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous autour de moi, ils avaient des cathéters, ils avaient des pansements partout. Et puis en plus, je n'avais pas le droit de savoir ce qu'ils avaient parce que c'est quelque chose qui est dans les rencontres qui est formellement interdit. Oui. Je savais que certains étaient très malades. Et à un moment donné, je me souviens, je racontais ma vie d'auteur, mes rencontres, ce que j'avais fait, etc. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, on arrête, parlez-moi de vous. Et alors là, l'infirmière s'est levée d'un bond en disant, mais vous n'avez pas le droit de poser cette question à ces enfants. Mais ça les a détendus, oui. Et on a pu commencer à avoir une conversation sur les hôpitaux, sur la manière dont ils étaient soignés, sur ce qu'ils vivaient, sans me parler vraiment de leur maladie, mais on avait dégelé la rencontre, parce que les enfants sont souvent aussi intimidés par les écrivains. Voilà, ils se les représentent d'une manière peut-être qui est un peu trop, je sais pas, un peu trop complexe, j'en sais rien. Mais c'est des beaux moments qu'on partage ensemble. Oui. Et les enfants dans ma vie ont ce rôle-là. À la fois, ils m'aident. Sans eux, je n'arriverais pas à écrire mes romans. Dans L'été des Lucioles, par exemple, il y a 2 adolescents qui s'appellent Tom et Nathan. Enfin, 2 enfants qui ont l'âge de Victor, donc c'est-à-dire 9-10 ans, mais ils existent dans la vie, Tom et Nathan. C'est 2 enfants, 2 adolescents qui vivent à La Rochelle, qui sont 2 blogueurs exceptionnels, et j'avais très envie de m'inspirer de leur vie. Donc je leur ai demandé s'ils m'autorisaient, d'une part, à prendre leur prénom, et d'autre part, à m'expliquer qu'est-ce qu'une relation de jumeaux. Et donc ils sont venus à Paris avec leurs parents, parce que les parents voulaient me connaître. Et on a beaucoup travaillé ensemble, justement, ces personnages de jumeaux. D'où l'explication des jumeaux. Voilà, exactement. Et je travaille beaucoup mes romans comme ça, j'aime bien. Je trouve que par exemple, L'été des Lucioles se passe dans un décor unique, qui est le Cap Martin. Oui. C'est à côté de Menton, pas loin de Nice. Et la résidence du Cap Martin existe vraiment. J'avais un décor parfait, mais j'y suis allé plusieurs fois, j'ai fait des centaines de photos. Comme je n'ai pas pu rentrer dans les villas privées dans lesquelles les petits chénapans arrivent par l'arrière des villas, parce que c'est des villas privées, donc on n'y entre pas. J'ai fait toutes les démarches possibles, je n'y suis pas arrivé. Mais il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ces villas, il y a beaucoup de films qui ont été tournés. Par exemple, Les Félins de René Clément, avec Jane Fonda et Alain Delon. C'est un film qui a été entièrement tourné à la villa Torre Clementina, qui est la 3e villa du livre. Donc c'était facile, en visionnant le film et en faisant des arrêts sur image, en imprimant même les images, de travailler l'intérieur de la villa à partir du film. Parce qu'on peut toujours se dire que les extérieurs, les jardins et tout ça, rien n'a bougé, évidemment, il a évolué, mais c'est resté en l'état, et que quand on rentre à l'intérieur des villas, il est évident que pour les films, on va changer les mobiliers et ce qu'on voit au mur, mais les murs, les plafonds, eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas bougé depuis que la villa existe. Donc c'était très amusant de créer un univers à l'intérieur de chacune des 3 villas dans lesquelles les enfants vont rentrer. Et d'avoir un décor unique, qui est donc cette résidence du Cap Martin, qui a été autrefois
le plus bel hôtel et le plus beau palace de la Côte d'Azur, dans lequel sont descendus entre autres l'impératrice Eugénie, puis plus tard Picasso et plein d'autres gens, et d'en créer un décor de fiction. C'est devenu une résidence dans les années 50, quand on a morcelé en fait le grand hôtel a cramé dans les années 30, et donc ensuite ils ont subdivisé cet hôtel en appartements, et aujourd'hui voilà, c'est des résidents privés qui ont acheté ou qui louent des appartements pour pouvoir passer des vacances d'été. Et c'était amusant, comme il y a dans ce roman-là l'idée d'un conte, d'un peu de magie grâce aux lucioles, aux papillons. C'était amusant d'avoir un décor réel qui permettait de faire partir l'imagination ensuite. Une fiction après, d'accord. Le prochain roman, est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, je ne sais pas encore. J'ai 3 idées, donc qui pourront être les 3 prochains romans par exemple. J'en ai écrit les synopsis, et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que ils sont tous les 3 assez différents. Ils vont me demander tous les 3 un travail, comme une enquête, comme je l'ai fait pour chacun de mes romans. Quand j'ai publié Autobiographie d'une courgette, qui se passe dans une maison d'accueil, j'ai passé près de 2 ans en fait, à aller régulièrement dans une maison d'accueil, parce que je voulais en comprendre le fonctionnement. Je parlais beaucoup avec les éducateurs, avec les juges, avec les enfants. J'ai besoin de m'imprégner des choses avant de commencer à écrire un roman. Il y en a un qui va se passer dans un zoo, par exemple. Donc il va falloir que je passe un certain temps dans un zoo. Oui, je vois que tu mets beaucoup de photos d'animaux sur voilà, les sites. Exactement, je suis très fan d'animaux, et j'avais envie justement de parler de tout ça, mais je trouve les animaux souvent plus intéressants que les humains d'ailleurs. Tu dessines des petites vaches. Oui, mais malheureusement mes grands talents de dessinateur s'arrêtent là. Bon. Mais j'avais envie de parler, d'aller plus loin, et je vais donc devoir passer un certain temps pour comprendre le fonctionnement d'un zoo. Voilà, j'ai un autre roman qui va aborder les maisons de retraite, donc c'est pareil, il va falloir que je passe un certain temps dans les maisons de retraite. Voilà. Et puis j'ai un 3e livre qui va parler de ma relation avec mon père, mais je ne veux surtout pas faire un roman à la première personne, je veux y mettre la distance nécessaire, et ça sera un roman plus difficile à écrire parce qu'il m'obligera non pas à faire une enquête cette fois-là, puisque tout est dans ma tête, mais à trouver le moyen de mettre la distance nécessaire entre moi et mon père et le roman. Voilà, je trouve que j'aime pas cette idée des écrivains qui déballent des choses trop personnelles dans leurs livres. Je respecte, par contre, chacun est libre de faire au fond ce qu'il a envie, mais je trouve que la vie est tellement belle et tellement riche de choses, on peut puiser dans sa propre vie des éléments, des matériaux pour ses romans, mais il n'y a rien de plus beau que l'imagination quand même. Je veux dire, inventer des histoires à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, plutôt que de raconter sa propre vie au jeu. Alors, c'est pas toujours valable, et c'est pas toujours vrai dans tous les livres, mais voilà, je trouve que la vie est suffisamment incroyable pour qu'on puisse l'inventer, la réinventer, et que c'est aussi aux écrivains de le faire. Et là, par contre, ce ne sera pas raconté par un enfant. Si, il est possible que ça soit raconté par un enfant de la même manière, et que le roman, en effet, se situe auprès d'un adulte, par exemple, qui refuserait de grandir à cause de son père, par exemple. Voilà. Et utiliser, ça pourrait être un angle. Dans la plupart de tes romans, c'est un enfant qui parle. Est-ce que dans les prochains, ce sera la même chose? Je pense que oui, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur cet univers-là. J'ai encore beaucoup d'idées, de thèmes. On m'a souvent demandé si c'était difficile d'écrire comme un enfant. En fait, comme ça fait 40 ans que j'écris comme un enfant, en fait, ce serait plus difficile pour moi aujourd'hui d'écrire comme un adulte. Alors, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais pas envie de sauter le pas, en effet, et d'écrire un roman et de faire grandir mes personnages quelque part et d'en faire des adultes? Je pense que je finirai un jour par le faire, c'est évident. Mais pour l'instant, j'ai encore des tas de choses à raconter par le biais de l'enfance. Pour l'instant, tu n'as pas encore coupé le cou. Non, et puis c'est toujours cette histoire de doute, parce qu'à chacun de mes romans, je me dis, je repars avec l'histoire d'un enfant, d'un petit garçon de 9 ans, il n'a pas le même prénom, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même milieu social,
Et il faut surprendre en même temps le lecteur. Donc à un moment donné, si je sens que je tourne en rond dans un sujet ou dans un thème, j'irai voir ailleurs. C'est-à-dire que l'idée, ce serait, pour moi, la pire, ce serait de décevoir un lecteur par rapport à ce que je peux lui apporter. Est-ce que tu es un homme fidèle? Une bonne question. Je suis un homme très fidèle en amitié et en amour aussi. Mais je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je suis un, comment on appelle ça, un work alcoolique, comme on dit, voilà. Et donc, mes amis le savent. Et les amis que j'ai d'ailleurs ne sont pas des amis possessifs, ce ne sont pas des amis qui me demandent d'être présent à tout bout de champ parce qu'ils savent que je ne peux pas. Et quelquefois, je ne vois pas un de mes meilleurs amis pendant 6 mois et plus. Et quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Voilà, mais c'est dans ce sens-là, c'est la fidélité en amitié, mais je ne suis pas quelqu'un qui va penser à appeler les gens pour leur anniversaire, qui va penser à appeler les gens. Voilà, j'ai pas ce sens-là de la fidélité-là. Mes amis sont quand même les mêmes depuis toujours, quoi. Voilà, et tous ceux qui sont entrés dans ma vie à un moment donné le sont restés. Maintenant, mon métier m'oblige à avoir beaucoup de gens et à avoir beaucoup de gens au téléphone toute la journée, mais ne sont pas des amis. Voilà. Les écrivains que je défends ne sont pas des amis non plus, sauf certains qui sont rentrés dans ce que j'appelle mon cercle intime, mais ils ne sont pas nombreux. Parce que je trouve que tout le monde le sait, des amis, on n'en a pas énormément, et ceux qu'on a, il faut qu'ils soient là pour la vie. Donc je ne peux pas être ami avec tout le monde, malheureusement. Et Lily. Alors, bien sûr, Lily est un personnage qui apparaît Au pays des kangourous, donc qui est ce livre qui évoque la dépression à travers les yeux d'un petit garçon. Et en fait, saute du coq à l'âne. Non, mais il n'y a pas de souci. Les animaux, non, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, je me souviens quand je suis allé dans cette librairie pour regarder ce qui s'était écrit sur la dépression, il y avait un rayon quasi vide de témoignages en tout cas. Il y avait 5-6 livres, je crois, qui ont été faits à peu près. Puis tous ces livres des médecins. Et par contre, il y avait pléthore de témoignages, mais d'une façon incroyable sur l'autisme. C'était un rayon vraiment conséquent dans la librairie. Et j'avais très envie que ça soit une enfant malade qui face au petit Simon, lui explique ce que c'était que la dépression. Je me dis, qui peut mieux que quelqu'un de malade expliquer ce qu'est la maladie? Et en fait, j'ai acheté plusieurs livres sur l'autisme et 2 vidéos que j'ai regardées et un livre particulièrement fort sur l'autisme qui m'a bouleversé. Et en même temps, je me suis dit, pour un romancier, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Tout ce qu'on dit sur l'autisme. Les enfants, alors, d'abord, certains des enfants autistes ont une intelligence particulièrement supérieure. Ils ne supportent pas les grandes personnes. Donc, d'où les conflits parentaux entre les parents et leurs enfants autistes. Et ils ne supportent pas le changement. Il faudrait que rien ne change. Par exemple, un enfant autiste va rentrer dans cette pièce, il va s'amuser à allumer, éteindre la lumière sans arrêt, parce que ça le rassure de savoir qu'entre deux, la pièce n'a pas bougé. Un adulte, ça crie, ça braille, ça rit, ça bouge trop pour un enfant autiste. Donc, ils ont des jeux étranges en même temps, les enfants autistes. Ils ont une manière de se nourrir, ils touchent la nourriture avant de la manger, par exemple. Tout ça, je trouvais ça incroyable en lisant ça, en m'enseignant là-dessus. Et donc, j'ai inventé ce personnage de Lily qui a beaucoup dérouté les lecteurs parce qu'on ne sait pas dans le roman si elle existe ou pas. Elle apparaît dans les hôpitaux où le papa de Simon séjourne. Comme par hasard, elle est là à chaque fois. Après, elle est omniprésente. Elle a une manière d'apparaître et de disparaître qui est un peu étrange. Et en même temps, c'est elle qui va sortir les mots sur la dépression, c'est elle qui va en parler simplement, qui va faire que Simon va comprendre exactement ce que représente cette maladie. Et puis à un moment donné, elle va disparaître, puisque Simon sait ce pourquoi il est venu dans les hôpitaux, et puis elle va le renvoyer à une vie plus réelle, qui est la sienne. Beaucoup de gens se sont demandé si elle existait ou pas. Pour moi, c'est une sorte de
d'ange gardien, de fée, qui est là pour faire du bien à Simon et à son père, parce que son père va à un moment donné parler de Lily à Simon, donc lui aussi l'aurait vu dans les hôpitaux, ce qui peut être troublant pour le lecteur, mais pour moi, voilà, je l'ai plutôt vu comme un ange gardien. J'avais une grand-mère médium, qui était ma grand-mère paternelle, et ma grand-mère médium qui aimait les cartes, qui aimait faire tourner les tables, qui aimait faire croire qu'elle reviendrait après sa mort, et quelqu'un qui m'a beaucoup marqué sur tout ce qu'on peut dire autour du spiritisme, autour de l'individu, et sans verser dans toutes ces sciences que je connais mal. J'en ai tiré en tout cas beaucoup de leçons. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Je suis catholique. J'ai été baptisé, mais non. J'y crois pas. Par contre, comme le petit Victor de l'été des Lucioles, je ressens beaucoup les gens. Je vois quelqu'un pour la première fois, je ressens des choses toujours, je me trompe assez rarement sur les gens. Je vois des choses qui me plaisent ou qui ne me plaisent pas, et je ressens toujours quelque chose de vraiment fort, quoi. Et je me suis rarement trompé après. La vie m'a donné raison souvent ensuite. Alors, ça peut être un don, ça peut être un don, ça peut être aussi un handicap, quoi. C'est pas. Voilà, parce que Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Voilà, je suis bien, je suis dans un canapé, on discute de littérature. Il manque juste la cigarette. Après cette petite pause cigarette qui fait extrêmement du bien, est-ce que tu as peur d'aimer? Non. C'est une bonne question parce qu'en fait, ce serait plutôt le contraire. Moi, j'ai toujours aimé les gens, trop parfois, mais sans le dire nécessairement. Mais j'ai toujours eu peur de ne pas être aimé. C'est tout ce qui fait toute la différence. Oui. Pour ça d'ailleurs que... Tu dis trop parfois, ça veut dire quoi? Est-ce que tu crois qu'on aime? À mauvais escient, dans ce sens-là plutôt. Mais j'ai toujours beaucoup d'amour à donner aux autres. Mais c'est vrai que la réciprocité est quelque chose qui m'étonne souvent. J'ai toujours le sentiment... de pas laisser recevoir. Je dirais pas ça comme ça. Ou, non plus. Je dirais plutôt que c'est plutôt lié à un manque de confiance en moi à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que j'ai toujours été celui qui aimait faire les cadeaux, qui aimait... voilà, quand j'en reçois, je le reçois d'une façon différente. J'ai plus de plaisir à aimer, j'ai plus de plaisir à faire les cadeaux qu'à en recevoir dans tous les sens du terme. Donc, c'est quelque chose que... par exemple, la littérature m'a fait beaucoup de bien là-dessus, le fait d'écrire, parce que les rencontres avec les lecteurs, par exemple, c'est quelque chose d'inouï, mais des fois, je rencontre des gens formidables et je me dis, j'ai envie de les inviter à dîner, j'ai envie de les inviter à déjeuner, j'ai envie de... Est-ce que ça t'arrive? Jamais, parce que j'ose pas, je me dis, ils vont me prendre pour un fou. Et puis j'ai ce côté-là, j'ai toujours cette distance quand même vitale et nécessaire avec les gens, mais des fois j'ai des rencontres fulgurantes avec des lecteurs, des lectrices, et j'aurais envie de le prolonger, mais maintenant, en même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire toujours, et que le temps manque aussi, mais le nombre de fois où j'ai failli dire à un inconnu ou une inconnue, vous n'auriez pas envie de dîner avec moi. Oui, mais je ne l'ai pas fait, et en même temps, des fois il y a des choses très jolies qui se passent. Un jour, je me souviens, c'était un salon à Fuveau, qui est près de Marseille, qui a lieu le premier week-end de septembre. Il y a une jeune femme qui s'approche de moi et qui avait entendu parler du livre, avait lu un article, je crois. Et je lève la tête vers elle et je fais comme tous les écrivains, je lui demande son prénom. Et elle me regarde, elle me dit celui que vous voulez. Alors là, du coup, j'étais un peu interloqué, je lui dis comment ça, celui que je veux. Et elle se penche vers moi et elle me murmure à l'oreille, j'adore qu'on invente un prénom. Et j'ai trouvé ça magnifique. Alors je l'ai appelée Claire, je me souviens. Elle m'a avoué son vrai prénom après, qui était un prénom très classique. Et j'ai imaginé une bibliothèque chez cette femme magnifique, avec, je ne sais pas, 300 livres dédicacés, à 300 prénoms différents, prénoms qu'elle demandait à chaque écrivain de lui inventer. Je trouvais ça ravissant. Claire, justement, c'est le prénom. Donc, exact.
De la maman du de petit Victor, voilà, tout à fait. qui est un hommage donc à une libraire Ouais, ouais. que tu aimes bien. Et en même temps, j'ai reçu, par exemple, pour le pays des kangourous, j'ai reçu beaucoup de courriers, beaucoup de lettres, etc. Et comment expliquer par rapport toujours à ta question autour de l'amour, je n'aime pas l'amour envahissant. Voilà. En même temps, j'ai besoin de preuves d'amour, forcément, comme tout le monde, Oui. mais je n'aime pas l'amour dégoulinant, l'amour envahissant, l'amour... c'est-à-dire que les gens qui ont trop envie de me connaître, qui vont me solliciter de toutes parts, ça a plutôt tendance à me faire fuir qu'autre chose. Voilà. Il faut que ça soit de l'amour soupçonné. Voilà, il faut que ça soit plus subtil. Subtil, Plus subtil avec moi, voilà, mais pas frontal parce que alors là je fuis totalement. Là c'est la fuite totale. Est-ce que tu penses, est-ce que tu aimerais qu'il y ait une adaptation au cinéma de l'été des Lucioles? Alors c'est une bonne question parce que j'ai eu la chance pour mon second roman, qui s'appelle Autobiographie d'une courgette, d'avoir un téléfilm qui a été diffusé plusieurs fois sur France 3, qui a été réalisé par Luc Béraud, qui a été produit par Pascal Brugnaut, avec de très très bons acteurs en plus à l'intérieur comme Daniel Russo. Et c'est assez génial de voir un de ces livres adapté à la télévision. J'ai une adaptation en cours pour le cinéma qui sera un film d'animation, un dessin animé sur les grands écrans qui devrait voir le jour au printemps 2015. Et de tous mes romans, s'il y en avait un que j'aimerais bien voir au cinéma, ça serait L'été des Lucioles, justement. Je trouve que c'est une histoire qui se prête très bien, parce que c'est un roman qui est plus léger que mes précédents romans, qui est conçu comme un conte avec un vrai mystère épais tout au long de ce livre. Et je verrais bien un film sur les grands écrans. Je posais la question parce que en le lisant, je le voyais en film. Mais en plus, le langage d'un enfant de 9 ans est incroyablement imagé. C'est très difficile de faire jouer un enfant dans un film, il faut le savoir. Mais en même temps, ce langage de l'enfance a un côté très visuel. Le fait de l'entendre parler est comme une projection qu'on peut faire des propres images qu'il met à travers ses propres mots. Donc déjà, je trouve que ça se prête au cinéma. Après, ça peut être aussi délicat parce que effectivement, on peut être déçu de l'adaptation. Est-ce que tu avais été déçu de l'adaptation? Non. Luc Béraud ils avaient recentré Autobiographie d'une courgette sur la relation entre le gendarme qui se prend d'affection pour l'enfant qui est placé dans la maison d'accueil. Ils avaient resserré la relation entre eux. Moi, j'aime pas ce faux débat de dire qu'on est déçu ou pas déçu de l'adaptation d'un livre, puisque à partir du moment où un réalisateur s'empare de votre livre ou un producteur décide d'en faire un film, il y projetera forcément quelque chose de lui-même. Oui. Le livre ne vous appartient plus déjà. Donc l'adaptation n'a pas à être fidèle au roman. Un réalisateur n'a pas à vous copier, ni un producteur. Ils n'ont pas à mettre vos pas dans les vôtres et à rester fidèle à l'esprit du roman. Puisque s'ils l'ont choisi, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'ils projettent en eux-mêmes de votre propre histoire. Et donc ils vont l'adapter à leur manière. Après, s'ils s'en éloignent beaucoup, et là ça peut être peut-être un peu décevant, mais je crois qu'il ne faut pas le voir de cette manière-là. Le livre ne vous appartient plus. Un réalisateur ou un producteur peut tout à fait avoir le droit, la nécessité même, de faire comme il l'entend. Est-ce que tu relis tes livres? Jamais. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, c'est comme quand je passe dans une émission de télévision, je veux bien la mettre sur Facebook, je veux bien la mettre sur mon site, mais je ne me revois jamais à la télévision, je déteste ça. Et je ne relis pas mes livres pour 2 raisons. La première, parce que je les ai beaucoup relus au moment de l'écriture. En fait, le plus difficile n'est pas d'écrire pour un écrivain, c'est de travailler ses textes. Et je les relis pas loin d'une centaine de fois. Donc c'est vrai que il y a comme je dirais pas une overdose de lecture, et puis je trouverais ça un peu, je sais pas, narcissique, j'en sais rien. Il y a un truc qui me plaît pas dans l'idée qu'un auteur relit ses propres livres. Moi, je me relis jamais. En plus, je suis sûr que j'aimerais pas ça pour plein de raisons, parce que comme je suis obsédé par le souci, le détail, si je relis par exemple Au pays des kangourous, ou Autobiographie d'une courgette, ou Papa et Maman sont morts, tu vas trouver quelque chose qui a changé. Voilà, et ça va pas me plaire. Voilà, et ça va pas me plaire. Donc du coup, je ne les relis pas. D'accord. Jamais. D'accord.
As-tu peur de la mort? Oui, énormément. Et du coup, j'y pense jamais. J'essaie de l'éloigner le plus possible, le plus loin de moi, parce que quand j'y pense, c'est... Tout d'un coup, je me dis tout ça pour ça, et ça me fout le bourdon. Donc, du coup, je n'y pense jamais. Oui. Mais quand j'y pense, j'en ai presque je sais pas, j'ai une espèce de truc qui me traverse le corps, là, qui me plaît pas. Mais ça empêche de vivre. Oui, je sais pas. Après, il faut mieux l'accepter, voilà, comme on dit. Il vaut mieux faire face. Il faut mieux faire avec. Voilà, on sait qu'un jour on s'en va, mais et pour moi, on s'en va pour de bon. Donc voilà, c'est pas. Donc j'essaie de pas trop y penser. D'accord, pour toi, on s'en va pour de bon et Ah oui. il n'y a rien Ouais. après. Non, Rien derrière. Donc fini. il faut publier. Fini, il faut fini écrire. et fini. D'accord. Fini et fini. Je crois pas. Non, je crois pas la réincarnation. Je crois pas. Je sais pas. Je crois pas à tout ça. Voilà. Là-dessus, je suis très pessimiste. D'accord. Alors. Est-ce que tu as peur de vieillir? Du tout. Enfin, D'accord. pour le moment, parce que j'ai 55 ans. Alors pour le moment, ça va. En général, La seule les chose gens qui disent- m'ennuie dans l'idée de vieillir, c'est pas tellement de prendre de l'âge, ni les cheveux blancs, ni. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui à 55 ans que je l'étais à 20 ans. Donc j'aime cette maturité qui vient avec l'âge, etc. Évidemment, je suis comme tout le monde. J'aimerais éviter d'avoir des problèmes de santé, d'être grabataire, de dépendre de quelqu'un, voilà, et puis d'être malade, et d'être souffreteux, et de me plaindre tout le temps, et de finir comme un vieux con, quoi. Ça me plairait pas du tout. D'accord. Mais vieillir, non, parce que plus j'avance dans l'âge, et plus je me sens bien et heureux dans ma peau. Ce que je n'étais pas ni à 20 ans, ni à 30 ans. D'accord. Donc tu te bonifies avec l'âge. Comme beaucoup- Là, je me fais comme du beaucoup bien. d'hommes, hein. Oui, Comme beaucoup Oui, d'hommes. Moins oui, les c'est- femmes, mais bon, les hommes, oui, cette, les hommes, cet ça leur fait, avantage-là. les hommes, ça leur fait du bien. Exactement. Exactement. Allez, in fine.